Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est Jean-Claude Mailly, le leader de FO. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évidemment suivi la conférence de presse de François Hollande. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant sur le social, sur l'économie, qui sont vos sujets de prédilection? Non, franchement, je ne l'ai pas trouvé convaincant, à la fois sur les questions économiques. Il a repris les statistiques actuelles du gouvernement sur la croissance, etc. Il a confirmé sa vision sur le pacte de responsabilité. Nous, depuis le début, nous sommes en désaccord sur la démarche. Et dans le même temps, sur la réforme du Code du travail, etc. Bon, je sais que ce n'est pas sa prédilection, les questions sociales et la manière dont fonctionne le dialogue social. Vous dites qu'il n'est pas compétent en la matière? C'est pas son truc, quoi. Hein, c'est pas son truc. On n'en est pas loin, donc. Ah oui, non, donc il ne connaît pas trop, quoi, ça. Hein, donc, à partir de là, ce qu'il a annoncé sur la réforme du Code du travail, bon, j'attends de voir dans les 2-3 jours à venir, puisqu'on va avoir la remise d'un rapport, mais ça n'a pas fait pour me rassurer. Le rapport Combrexel, évidemment, rapport Combrexel, qui va être remis au Premier ministre. Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir en matière de Code du travail? On va commencer par ce dossier qui est celui qui vous tient le plus à cœur. Il y a une question de fond au-delà du contenu. Vous savez, ceux qui disent il faut rien et tout, il faut jamais toucher au Code du travail, ceux qui disent il faut tout révolutionner dans le Code du travail, ils sont hors sol. Le Code du travail, il évolue tout le temps, comme le Code de la fiscalité, comme le Code civil et le Code du commerce. Mais par contre, nous avons un mode de relation sociale qui fait qu'on assure un minimum d'égalité de droits entre les salariés dans les branches nationalement. Et ça passe par un Code du travail, des accords nationaux et ensuite des accords d'entreprise. Ça, on souhaite conserver cette structure. C'est-à-dire qu'en relocalisant ça à l'échelon des entreprises, vous pensez qu'on va perdre cette protection nationale? Tout à fait. Et pour différentes raisons. D'abord, dans les entreprises, il n'y a pas des syndicats partout. Donc aujourd'hui, là où il n'y a pas de syndicat dans une petite entreprise, par exemple, les salariés bénéficient au moins de l'accord de branche. Si demain, il n'y avait plus d'accord de branche, ils se retrouveraient, pardonnez-moi l'expression, à poil. Ils n'auraient plus de couverture. Un deuxième élément, quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays qui ont appliqué ça, et les deux derniers pays à avoir appliqué ça en Europe, c'est l'Espagne et le Portugal, qui ont donné priorité à l'accord d'entreprise. Quand on fait le bilan 3-4 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Il y a eu un effondrement du nombre d'accords de branche et il y a eu un effondrement du nombre d'accords dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement de la négociation collective, contrairement à ce qu'on nous dit. Donc là, c'est source d'inquiétude. Ça, c'est la ligne rouge. Il y a deux rapports qui se sont penchés sur cette question la semaine dernière. Terra Nova, qui est à gauche, Montaigne, qui est évidemment... Enfin, qui est quand même pas un peu moins libéral que l'Institut Montaigne. Les deux aboutissent à peu près à la même conclusion. Oui. On doit pouvoir déroger au droit du travail avec un accord collectif s'imposant aux salariés. Pourquoi ces pistes-là, vous les rejetez en bloc? On les rejette justement parce que c'est la logique en vigueur dans pas mal de pays européens et qui montre que ça remet en cause la négociation collective. Contrairement à ce qu'on nous dit, c'est en train de la remettre en cause. Donc nous, on veut préserver le fait que la France est encore l'un des pays au monde qui couvre le mieux en convention collective les salariés. C'est l'Organisation internationale du travail qui l'explique. Donc tout miser au niveau de l'entreprise. En plus, pourquoi faire ? Pour déroger, pour faire moins pour les salariés. Les Français semblent favorables à ça. 75% d'entre eux disent oui, il faut une réforme du Code du travail. 64% veulent un contrat de travail plus flexible. Est-ce que quand ils acceptent des modulations sur le temps de travail? Oui, mais ça existe déjà. Franchement, les modulations sur le temps de travail, si vous saviez le nombre de dérogations qui ont été mises en place au fil du temps sur la durée du travail, sur les heures supplémentaires, sur les comptes épargne-temps, sur l'annualisation, sur la flexibilité, il y en a déjà plein. Donc le débat sur les 35 heures durée légale, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, en fait. Vous n'êtes pas rassuré par ce qu'a dit le président? Non, vous ne toucherez pas aux 35 heures. Il ne touche pas à la durée légale, mais il y a déjà beaucoup de souplesse. Et qu'il y ait des souplesses, ce n'est pas ce qui me choque. Il y a déjà beaucoup de souplesse dans les entreprises. Non, ces deux instituts qui ont sorti chacun leur rapport. Enfin, quand je vois l'un des deux, Terra Nova, expliquer qu'il faut moduler le SMIC selon l'âge et les régions, ça existait, avant 1968. Ça s'appelait les abattements de zone. Justement, au nom de l'égalité, ça a été supprimé. Alors, on revient en arrière, ce n'est pas la modernité. D'accord. On va parler des baisses d'impôts, 2 milliards de baisses d'impôts. Annoncé 8 millions de foyers touchés. C'est une bonne nouvelle pour les Français? Pas obligatoirement. Pourquoi? Pas obligatoirement, parce que nous, ce qui nous apparaît essentiel, on parle d'une réforme fiscale, on pensait l'avoir quand Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, bon, c'est tombé à l'eau. Il faut que l'impôt sur le revenu ait une place plus importante, y compris dans les recettes fiscales. Ça suppose que ceux qui ne le payent pas aujourd'hui, parce qu'ils ne gagnent pas assez, ils le payent, même si c'est symbolique, quitte à diminuer d'autres types d'impôts considérés comme étant plus injustes. De la même manière, il faut remettre en cause certains processus d'optimisation fiscale, par exemple. Donc là, ça conduit encore à faire échapper
une partie des citoyens de l'impôt. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne mesure. C'est 8 millions de Français, en plus des 9 millions dont il avait parlé ou... Écoutez, c'est pas toujours très clair. Oui. Donc c'est pareil, comment on finance 2 milliards d'économies Où ça on on les ne sait trouve. pas. Bon voilà. Et puis on n'augmente pas les impôts, mais on va peut-être augmenter la redevance audiovisuelle. La redevance, c'est une taxe, donc c'est une forme d'impôt. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il y a un petit côté sapeur camembert. Je bouche un trou pour en refaire un derrière. Sapeur Camembert, c'était une bande dessinée, un personnage naïf. Du 19e. 19e siècle, oui, tout à fait. D'accord. La TVA sociale. En janvier 2012, vous déclariez que la TVA sociale est une erreur économique. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui les regrets de François Hollande à ce sujet ? Je pense que ce qu'il regrette, c'est ce que ça aurait ramené. Je pense que c'est ça, les 11 milliards d'euros qu'aurait ramené l'application des taux de TVA. Donc, comme ils sont en permanence à la recherche et de recettes, mais maintenant surtout de réduction de dépenses, parce qu'ils ont dit qu'on va limiter sur les recettes, on voit bien que pour faire préparer le budget 2016, il a bien dit c'est calé sur les dépenses, on n'a toujours pas calé sur les recettes. Il faut bien comprendre que plus on diminue les recettes publiques et les dépenses publiques, d'une manière ou d'une autre, que ce soit les collectivités locales ou l'État, ça a des conséquences économiques rapides, par exemple sur le bâtiment et trop public. Dans le bâtiment, c'est un secteur qui a des difficultés parce qu'il y a beaucoup moins de commandes publiques aujourd'hui. Vous comprenez ce mea culpa de François Hollande ? C'est un signal d'une campagne présidentielle qui s'annonce ou pas ? Je crois que tout le monde comprend qu'elle a déjà démarré de tous les côtés, la campagne présidentielle. Mais vous vous rendez compte, avec un quinquennat, donc 5 ans, première année, ils arrivent, la deuxième année, ils font des choses, et la troisième année, ils sont déjà en campagne. Ça restreint beaucoup, y compris ça finit par poser des problèmes démocratiques, d'ailleurs. À quel niveau ? Je pense que dans la logique, ça c'est pas le secrétaire général de FO, je déborde. C'est le citoyen ? C'est le citoyen, voilà. Je pense que dans la logique de notre Constitution, il fallait mieux garder un septennat plutôt que de faire coïncider les calendriers entre les législatives et la présidentielle. Un septennat unique, non renouvelable. Oui, peut-être, j'en sais rien, ça, Okay. mais en tous les cas, à pas avoir le même calendrier. Vous sortez du bureau de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Que lui avez-vous dit et est-ce que vous êtes revenu sur la conférence de presse de François Hollande ? Comment s'est déroulé le dialogue avec elle ? Non, c'est la première fois que je la voyais, je ne la connaissais pas. Je veux dire que le premier contact était un bon contact. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Alors j'espère que cette personnalité pourra la conduire à un moment donné à faire contrepoids à Bercy, parce que c'est important que le travail soit en contrepoids au ministère de l'économie et des finances. Oui, d'ailleurs vous disiez qu'elle n'avait pas de poids politique lorsqu'elle a été nommée. Non, c'est pas dit qu'elle n'avait pas de poids politique. Je la connais pas, parce qu'elle est moins connue. Mais ça, vous savez, c'est pas une question d'âge. On peut être très bon ministre du Travail sans être un spécialiste du travail. Elle rentre. Je vois bien qu'elle commence à rentrer dans les dossiers. Ça fait quelques jours. On lui laisse le temps aussi de prendre connaissance des dossiers. Mais c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Ça, c'est plutôt bien. Et on voit qu'elle a envie d'avancer avec un contact qui est très franc et très direct. On perd pas de temps. C'est déjà pas mal. Bien souvent, on en perd dans des discussions à n'en plus finir. On va voir. On jugera aux actes. Le dossier super urgent que vous avez évoqué avec elle, c'est quoi ? C'est à la fois la question du rapport Combrexel, puisque ça va être... On a évoqué l'organisation de comment va se faire la conférence sociale. C'est pas encore très clair pour le moment. Les questions d'emploi et de chômage, bien sûr. Les 19 et 20 octobre prochains, c'est écoutez, c'est pas encore sûr que ce soit sur 2 jours. Peut-être que c'est sur 1 jour. On n'a pas encore les thèmes qui sont retenus. Donc j'attends d'en savoir plus pour savoir comment on va se comporter. Vous si on irez y va, voilà, je vous ne sais pas boycottez encore. ou pas ? Je ne sais pas encore. Attendez, moi je ne sais pas quand ça a lieu exactement, si c'est 1 jour ou 2 jours, quels sont les thèmes qui vont y être abordés. Donc, seule chose que j'ai dit au nom de mon organisation, c'est on n'est pas là pour faire la politique de communication du gouvernement. Voilà. Donc on verra. Vous n'avez pas besoin d'une grande opération de com, cette conférence ? Oui, c'est souvent ça, ce genre de choses. Vous savez, tout est décidé avant. Donc après, c'est une opération com, quoi. Voilà. Mais ça sert aussi à dialoguer avec les autres syndicats, non ? Ça sert On n'a pas besoin de ça pour dialoguer avec les autres. On se voit. Vous savez, les contacts avec le patronat, on les a. Les contacts avec les autres centrales aussi. On n'a pas besoin de nous convoquer pour se voir. Le travail du dimanche, vous disiez le 20 août, regardez les recours possibles au niveau juridique pour empêcher l'ouverture des magasins le dimanche prévu dans le cadre de la loi Macron. Où est-ce que vous en êtes ? Vous avez avancé ? Non, tout à fait. On est en train d'étudier actuellement les recours juridiques, notamment vis-à-vis de l'Organisation internationale du travail, d'une convention qui existe à l'OIT. On est en train de regarder des recours juridiques également par rapport au texte européen. Je vois qu'on n'est pas les seuls. Oui, Anne Hidalgo vous a prêté main forte ce week-end. Elle a décidé, elle, de faire une saisine, qu'on appelle une QPC, auprès du Conseil constitutionnel. Enfin, il y a quand même des trucs qui me sidèrent, quoi. Et quand vous regardez sur Paris, par exemple, il faudra qu'on m'explique, par exemple, en quoi la rue du Javelot, dans le 13e arrondissement, c'est une zone touristique internationale. Un peu pointu pour nos téléspectateurs. Oui, non, mais je veux dire, mais l'idée, c'est de permettre effectivement au maximum de magasins d'ouvrir le dimanche, de créer des emplois. Oui, non, mais ça peut en faire disparaître aussi. Dans certaines zones, je ne suis pas le seul à dire, il y a des zones qui sont retenues sur Paris, dans les 531 rues retenues par le gouvernement. Franchement,
ce ne sont pas des zones touristiques internationales. Dans le 13e arrondissement, je ne pense pas que ce soit une zone touristique internationale. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher sur le travail du dimanche ? Le problème sur le travail du dimanche, c'est qu'à la fois, on va vers une banalisation. Ce que dit la maire de Paris d'ailleurs, on va vers une banalisation. Nous, c'est toujours ce qu'on a refusé, la banalisation. Le jour où c'est banalisé, on ne gagnera pas plus. Et le texte de loi dit qu'il faudra des compensations, mais ne fixe pas le niveau des compensations. Et il y a plein de petites entreprises où il y aura des difficultés. Voilà, donc cette logique de banalisation qu'on condamne depuis le début. Dans le communiqué de FO, cet après-midi, après la conférence de presse de François Hollande, vous dénoncez le duo libéralisme économique, autoritarisme social, qui demeure la ligne de conduite du gouvernement. Celui qui l'incarne, c'est Emmanuel Macron ? Oh, pas uniquement, c'est la ligne du gouvernement. C'est pas uniquement Emmanuel Macron. Enfin, Emmanuel Macron, c'est pas un électron libre non plus. Il y a un Premier ministre au-dessus, il y a un président de la République. Quand on est dans une logique très libérale au sens économique, on essaye d'imposer des choses au plan social. C'est ça, quand je parle d'autoritarisme social. Et là, on le voit très bien. Regardez, s'il dit, on fera une loi sur le code du travail. On demandera votre avis, mais on fera une loi. Bon, voilà, ils ont déjà décidé, d'une manière ou d'une autre. C'est ça, l'autoritarisme social. Et le fait que l'opinion publique semble le créditer de son activisme, cette volonté de relancer la croissance. Oui, pour le moment, c'est pas tellement au rendez-vous, la croissance. Une grande part de la croissance, les 1% à peu près qu'on a cette année, même si on a eu 0 au deuxième trimestre, c'est dû à des éléments extérieurs. C'est le prix de l'énergie, c'est la valeur de l'euro, c'est le niveau des taux d'intérêt. C'est surtout ça. Par exemple, la situation en Chine ou dans d'autres pays émergents, tels que la situation au Brésil ou en Russie, il faut être naïf pour croire que ça n'aura pas d'impact sur l'Europe, sur l'Allemagne et sur la France, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas gagné tout ça. Il y a un vrai problème de politique économique globale dans notre pays actuellement, comme au niveau européen d'ailleurs. Il y a un sujet d'actualité sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est la crise migratoire. On entend assez peu les syndicats sur ce dossier. François Hollande a annoncé que la France allait accueillir 24 000 réfugiés sur 200. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est pas assez ? Comment les accueillir ? Et dans quelles conditions ? On n'est plus seulement sur des réfugiés de caractère, comme on dit, économique. Il y a beaucoup de réfugiés. Le président de la République, là-dessus, a évoqué le droit d'asile, qui est un droit fondamental. C'est évident, on ne peut pas laisser des gens qui craignent pour leur vie, qui sont dans des pays tels que, je pense à la Syrie, je pense à la Libye, je pense à l'Afghanistan. Donc il faut les accueillir, bien entendu, au niveau européen et au niveau national. Ça ne se discute même pas, ce genre de choses. C'est une question de principe, d'une certaine manière. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas ? Je ne sais pas. Sur les chiffres, je peux pas vous répondre. En tous les cas, il y a des décisions à prendre au niveau européen, mais il y a des décisions à prendre au niveau national. Et là-dessus, qu'on les accueille, c'est tout à fait logique. C'est une opportunité économique ? Selon vous, ou pas pour notre pays ? Ça peut être à un moment donné. Oui, mais il y a des gens qui sont très qualifiés, il y a des gens qui s'intègrent rapidement. Vous savez, on a fait des expériences ces dernières années avec des entreprises pour l'insertion de jeunes désocialisés, y compris devenant ces pays. Ils s'intègrent très facilement. C'est pas tous, mais il y en a beaucoup qui s'intègrent facilement. Alors, si vous prenez la différence entre la France et l'Allemagne a un problème de démographie, on le sait très bien, peut en accueillir plus pour ces raisons-là. Mais en tous les cas, là, on n'est plus pas simplement sur une question économique. On est vraiment sur une question de principe. On ne peut pas réduire l'accueil que fait l'Allemagne à ses réfugiés à juste une nécessité économique. Non, je ne dis pas ça. Mais la différence entre la France et l'Allemagne, au-delà de ça, sur l'immigration plus que des réfugiés, mais là, on dépasse le dossier de l'immigration. On est sur des réfugiés qui demandent le droit d'asile parce que dans leur pays, il y a la guerre, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly d'être venu ce soir sur iTélé pour commenter les annonces du président Hollande lors de sa conférence de presse. On se retrouve dans un instant sur I pour plus d'infos. À tout de suite.